Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence concernant les concours Accès, Sésame et écrit comme Bachelor. Je me présente, je m'appelle Arnaud Sévigné. Je suis le directeur de ce grand salon des grandes écoles de commerce et Sciences Po. Merci à vous déjà de vous être déplacés au carreau du Temple dans ce magnifique lieu et dans cet amphithéâtre numéro 1 pour assister à cette conférence où on a la chance d'avoir les directeurs, directrices ou responsables de ces concours à destination des parents et des lycéens qui souhaitent intégrer justement les grandes écoles de commerce post-bac. On va avoir l'occasion d'échanger avec eux durant peut-être une demi-heure, 40 minutes. Et à la fin, on pourra faire un question-réponse avec celles et ceux qui ont tout simplement des questions à leur poser durant une dizaine de minutes en fin de conférence. Donc on a Stéphane ici à ma droite qui représente le concours écrit comme Bachelor. On a Carole ici pour le concours Accès et Thomas pour le concours Sésame. Je vais leur donner la parole et ensuite je leur poserai des questions sur le calendrier, sur les épreuves, sur les modalités de sélection. Comment ça se passe également sur Parcoursup pour que ce ne soit pas une forme de boîte noire pour vous. Et les écoles également qui sont dans leur concours, les diplômes proposés, préciser aussi la nature des diplômes, ce qu'est un bachelor, ce qu'est un BBA, ce qu'est un programme grande école en 5 ans, etc. Bref, on va tout vous dire pour que vous ayez les idées au clair pour faire votre choix, aussi bien en termes de candidature pour les concours que de choix final d'école. On commence par ordre alphabétique avec le concours accès. Carole, est-ce que tu peux te présenter pour savoir quelle fonction tu occupes au sein du concours? Et ensuite, une présentation globale du concours, à qui c'est destiné et quelles sont les écoles et diplômes proposés par ces écoles via ce concours. Bien évidemment. Merci Arnaud. Alors bonjour à tous, je m'appelle Carole Sanchi, effectivement, je travaille pour le concours Accès depuis presque un an maintenant. Je vais souffler ma première bougie au mois de janvier, donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter ce concours qui représente donc trois écoles de commerce, grande école de management et qui donne accès dès post-bac à un programme grande école en 5 ans. Donc ces écoles, vous les connaissez déjà peut-être, c'est l'ESDES, l'ESCA et l'IESEG. Et le diplôme qui est délivré, c'est un grade de master visé gradé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, ce sont des établissements qui sont tous les trois qualifiés SPIG, ce qui veut dire que tous les bénéfices ou revenus générés par ces trois établissements sont réinjectés automatiquement pour le bénéfice des étudiants et de l'enseignement. Voilà pour le concours. On reviendra sur le Autre calendrier, chose? les épreuves. On Oui. fait un petit tour de table entre guillemets. Après accès, donc écrit comme Stéphane. La lettre E, en effet, Bonjour à Stéphane. tous, je suis Stéphane Sivilly, je suis le délégué général d'Ecricom, donc j'occupe cette fonction depuis 2014, donc c'est un petit moment. Ecricom est une banque d'épreuves, donc une banque d'épreuves, c'est quoi? Une organisation donc, qui a été créée de la volonté des écoles pour organiser les concours et la sélection d'entrée. Donc Ecricom a cette particularité d'être historiquement un concours post-classe préparatoire et au fil de ces 37 années d'existence a développé maintenant des concours d'admission parallèle à Bac+2, Bac+3 et un concours post-bac qui nous occupe aujourd'hui à destination effectivement d'un bachelor en 3 ans, bachelor en généraliste en sciences de management, qui est commun à 3 écoles, le Strasbourg, Rennes School of Business et Cage Business School. Voilà, bien évidemment, diplôme visé, grade de licence reconnu par l'État, qui permettra, on en parlera tout à l'heure, bien évidemment, de prolonger ce parcours vers un bac+5 en faisant 3 années de bachelor et 2 années de master. Donc accès, on est sur des diplômes en bac+5 pour les diplômes proposés dans le cadre du concours accès. Et écrit comme bachelor, uniquement des diplômes bac+3 des bachelors. Thomas, le concours Sésame. Bonjour, merci. Avant de commencer, moi, je voulais voir un petit sondage quand même, essayer de savoir qui était en terminale ici, si on pouvait voir à main levée. Ah ouais, donc ouais, pas mal. Et les premières, ouais. Et donc par déduction les autres, quelques secondes, et puis surtout des parents sans doute aussi. Passer un concours, c'est vrai que ça peut poser quelques craintes. On peut imaginer déjà, vous êtes en train de vous dire, oh là là, 3 concours, il va y avoir du travail en plus, tout ça, ça va coûter cher, etc. Mais bon, bref, moi c'est Thomas Lagatu, le directeur du concours Sésame, et aujourd'hui donc on va vous présenter voilà l'ensemble de notre offre. Donc le concours Sésame, c'est un concours qui a un peu plus jeune qu'Ecricom, on a que 33 ans.
et moi je m'en occupe depuis une dizaine d'années. Ce concours permet d'accéder à des formations en 4 ans ou en 5 ans. Donc là, on avait avec Ecricom du 3 ans, avec accès du 5 ans uniquement. Chez Sésame, on peut panacher des formations en 4 ans, nous en avons 7, des BBA, des Bachelor in Business Administration, donc 4 ans de crédit européen reconnus partout dans le monde, qui sont visés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, et avec un grade de licence, grade universitaire, et pour les programmes en 5 ans, donc nous en avons 10, 8 PGE, 8 programmes grande école et 2 programmes un peu distincts, qui donc sont effectivement donc 5 ans visés par l'État et en général avec le grade de master. Alors, je ne vais pas tous vous les citer parce que sinon on en a pour la matinée. Je vous inviterai à venir sur notre stand les voir tout à l'heure. En effet, de mémoire, il y a 17 programmes et 14 écoles. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas toutes les citer. Mais le point commun qu'il y a entre ces 3 concours, vous venez de l'entendre, c'est que tous les diplômes proposés par ces grandes écoles sont visés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors ça veut dire quoi? Visés, ça signifie ils sont audités et ils sont reconnus comme grades d'excellence, comme faisant partie de ce qui se propose de mieux dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'ils sont audités sur la qualité pédagogique, sur les infrastructures, sur les locaux, sur le suivi des élèves, sur l'accompagnement. Et ça, c'est très important. Il faut absolument, en tout cas c'est ma recommandation en tant que directeur du Grand Salon des grandes écoles, ça n'engage que moi, signer ou mettre vos enfants dans des écoles qui proposent des diplômes visés par l'État. Donc c'est un grade, c'est une reconnaissance, c'est très important. Étant donné qu'il y a différents grades, mais le meilleur grade, c'est justement d'être visé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour reprendre un peu les concours, comment est-ce qu'on s'inscrit? Carole, je vais te redonner la parole par rapport au concours accès. Alors pour le concours accès, tout se passe sur Parcoursup. Pour ceux qui sont déjà en terminale, je pense que vous avez déjà eu des premières informations. Les échéances, elles arrivent vite. Ce sera le 19 janvier. Donc là, c'est un vœu sur Parcoursup qui donne accès à toutes les écoles et à tous les campus. Donc une fois que vous avez formulé le vœu, vous êtes inscrit. Il faudra bien sûr confirmer votre vœu. Vous avez une période effectivement de réflexion qui va jusqu'au mois de mars. Ça, je pense que dans les lycées, on vous rappellera toutes ces échéances importantes. C'est vrai qu'il y a plein de choses à retenir, mais une fois que vous êtes inscrit, vous avez toutes les informations du concours qui arrivent directement dans votre boîte mail. Donc, c'est assez simple. Donc on fait un vœu sur Un seul Parcoursup qui vœu. correspond au concours. Oui. Stéphane et Thomas, je pense que c'est la même chose pour écrire comme Bachelor et Sésame. Et ensuite, il ne faut pas oublier de payer les frais d'inscription au concours sur le site du concours. C'est un point qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, mais C'est effectivement, sûr, nous sommes des concours communs. Et l'avantage d'un concours commun, lorsqu'on doit formuler 10 vœux Parcoursup, c'est d'en consommer un seul pour après effectivement avoir un corpus d'écoles qui elle-même décline ensuite un corpus de sous-vœux, puisque souvent les écoles sont multicampus. Donc vous avez un vœu commun égale X école égale Y choix possible. Et nous sommes tous dans Parcoursup. Pourquoi? Parce que les formations qui ont, qui ont ce grade et ce diplôme visé ont obligation d'être sur cette plateforme. Donc c'est déjà un filtre entre les formations qui sont dans Parcoursup et les formations qui n'y sont pas. Et en effet, donc pour César, on a effectivement 14 grandes écoles, 17 programmes, comme le disait Arnaud, mais ça se décline derrière en 49 possibilités à l'intérieur de Parcoursup. En fait, le fonctionnement est très simple. À partir du moment où vous aurez choisi n'importe quel sous-vœu du vœu César, parce que vous savez, sur Parcoursup, vous avez le droit à 10 vœux. Sur les 10 vœux, chacun de nous représentera un seul vœu. Donc c'est avec à l'intérieur une multiplicité de possibilités. Et vous pouvez panacher les 4 ans, les 5 ans, un campus à Singapour, un campus à Paris, un track anglo, un programme spécifique sciences politiques et management. Bref, toutes ces possibilités, vous en choisissez autant que vous voulez. Pour Sésame, ça n'enlèvera qu'un vœu. Autant que vous voulez chez Accès, un vœu. Autant que vous voulez chez Ecricom, un vœu. Donc à chaque fois, ça vous fera 3 vœux. Et les frais de concours se payent sur Parcoursup. Hein. Oui. Voilà. Donc chez Oui, Sésame, sur c'est Parcoursup. 315 €, quel que soit le nombre de sous-vœux que vous prenez. Donc vous pouvez en prendre. Voilà, nous avons 14 écoles. Donc si vous faites la division, ça ne fait pas très cher par école. Non, Donc c'est vous vrai a- que je réagis parce que c'est un peu moins cher chez Accès. Donc vous avez Il bien n'y en a que 3. Il y en a que 3. Donc vous avez bien compris que, en fait, à chaque fois que vous faites un vœu, vous avez un package d'école et un package de diplômes et de programmes proposés. Parlons un peu des épreuves. C'est-à-dire une fois que j'ai fait mon inscription administrative sur Parcoursup et sur le site du concours pour recevoir sa convocation, j'ai payé les frais d'inscription sur Parcoursup, vous avez bien fait de le préciser. Ensuite, il y a des épreuves. On se prépare, etc. Et on a des épreuves. Première question,
Quelles sont les épreuves? Ça, je vais le poser à chaque concours. Et est-ce que c'est en présentiel ou en distanciel, c'est-à-dire à domicile? C'est moi qui commence? Oui, Carole. D'accord. Alors, les épreuves, c'est à distance. Depuis le confinement, effectivement, le concours Accès a décidé de continuer de travailler à distance pour des raisons pratiques et puis aussi pour ouvrir à tous les étudiants. C'est vrai que c'est un concours qui est inclusif et on a vraiment cette vocation d'ouvrir à tout type de profil, tout type de talent, justement. Et l'objectif, c'est donc cela. Alors, c'est le 9 avril cette année, 2026. Alors, pour ceux qui sont en terminale, vont vraiment cocher cette date dans l'agenda. Pour les premières, vous avez encore un petit peu plus de temps. La manière dont on se prépare, c'est très simple. On a des corrigés qui sont disponibles directement sur le site gratuitement. Je dis bien que c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Ils sont vraiment accessibles via un formulaire et vous pouvez télécharger toutes les épreuves depuis 2016. Je vous conseille de télécharger celles depuis 2023. Ça vous permet de vous familiariser très vite avec les épreuves écrites. Anglais, raisonnement logique et mathématiques, Et français. et synthèse ou français? Synthèse, on résume, on dit que c'est français, mais effectivement, c'est de la synthèse. Je rentre dans le détail déjà des épreuves? Ouais, je peux le faire rapidement. Tu me contredis si je dis Allez, une avec bêtise. plaisir. Synthèse, il y a une partie rédactionnelle où on doit synthétiser un corpus de documents sur 350 mots, grosso C'est modo, si on la ça, fait courte. exactement. Bref, une synthèse, mais une partie rédactionnelle, Sans IA, hein, bien sûr. évidemment. D'autant plus qu'on ne peut pas sortir du logiciel, ça se fait à Non. distance. On teste le logiciel, c'est-à-dire on le télécharge auparavant pour savoir si C'est les ça. configurations de votre ordinateur peuvent supporter justement ce logiciel. Donc il y a des tests qui sont effectués en amont. Donc la synthèse. Ensuite l'anglais qui est en format QCM, c'est très important de le dire. Ouais. C'est un questionnaire à choix multiples où à chaque fois il y a une ou plusieurs bonnes réponses. Et Le raisonnement logique et logique mathématique, pareil, sous format QCM. Donc c'est un format d'épreuve qui est assez différent de ce que vous avez au lycée, où là vous devez faire des DST, donc des devoirs sur table, où on a exercice 1 avec question A, question B, question C, etc. Et l'exercice prend un quart d'heure à résoudre. Là c'est davantage une gymnastique d'esprit, Oui, c'est ça. où chaque petite question sous format QCM, et on abordera les autres concours juste après, c'est un peu la même chose. Vous avez 1 à 2 minutes à chaque fois pour répondre. Donc, c'est pas des mathématiques pures comme vous voyez au lycée avec des développements, c'est davantage du QCM où il faut choisir tout simplement la bonne réponse. Oui, c'est vrai, c'est un modèle qui est un peu sélectif. C'est souvent ce qu'on entend et là, j'avoue, j'insiste là-dessus. Je tiens à vous rassurer. Les épreuves de maths qui sont souvent redoutées pour le concours accès et on entend ça souvent sur les salons et même ailleurs en discutant avec vous, parents, lycéens, sur nos lives ou nos webinaires, il faut savoir que les sujets sont préparés par des professeurs de lycée. Donc c'est tout à fait accessible. C'est le programme de première qui est mis en pratique, que ce soit pour l'épreuve de maths ou de raisonnement logique et mathématique. Donc avec une préparation chez vous ou même par votre lycée. Donc inutile d'aller payer une prépa en plus ou d'aller vous inscrire et de vous mettre une pression incroyable. Il faut juste se préparer. Il y a bien sûr une partie de talent, mais il y a une partie de préparation. C'est comme une épreuve sportive. Donc bien sûr, tous les sportifs, même très talentueux, se préparent et s'entraînent. Et c'est pareil pour vous. Donc n'hésitez pas à commencer dès aujourd'hui, tranquillement, et à intensifier au fur et à mesure que l'échéance approche. Juste pour compléter les propos de Carole sur l'aspect réputation, à savoir le concours accès serait davantage axé sur les mathématiques, ce qui est plutôt faux, qui est une idée reçue fausse, et ça se voit à travers les coefficients. C'est-à-dire que anglais plus synthèse, généralement, c'est la moitié des coefficients des écrits. Et les mathématiques, l'autre moitié. Donc c'est un concours qui est plutôt équilibré, qui ne favorise pas les matheux. C'est anglais et synthèse, la somme des deux, qui sont plutôt des épreuves, entre guillemets, faites pour les littéraires, c'est la moitié du coefficient. Et ce qu'a dit Carole, c'est très important en termes de préparation. Ce qui compte, c'est vraiment de s'y prendre en amont pour étaler votre préparation. Donc c'est pas du tout dans une optique de DST où vous allez réviser du jeudi au samedi pour le DST qui a lieu le lundi. Il faut que vous commenciez à vous faire un petit planning sur peut-être 1, 2, 3 mois où chaque semaine vous révisez voilà 4, 5, 6 heures, 2 heures de mathématiques, 2 heures d'anglais, 2 heures de synthèse, en faisant des annales comme l'a précisé Carole, une fois tous les 3 semaines, une forme de petit bilan intermédiaire pour que vous puissiez vous préparer sereinement et que ce ne soit pas en rush les 15 derniers jours, un peu en stress total. Donc voilà, étaler cette préparation, c'est pas un surplus de travail, honnêtement, c'est pour avoir de la sérénité et que vous ne soyez pas débordé à l'approche justement des épreuves écrites qui ont lieu à distance. Exactement.
Lettre E, concours écrit-com, Stéphane, donc la Alors, vous allez sélection constater que les mécaniques ne sont pas tout à fait identiques est un peu différente entre en effet. chacun, puisque le concours Écricom Bachelor est un concours qui s'adosse à la fois à Parcoursup et à la fois des épreuves qui nous sont propres. Donc dans Parcoursup, effectivement, nous n'organisons pas d'épreuves écrites, alors qu'Écricom, effectivement, organise généralement, mais là, on a fait ce choix pour le Bachelor de ne pas organiser l'épreuve écrite, on va s'adosser aux notes académiques de l'étudiant que nous allons aller chercher dans Parcoursup. On va aller chercher les notes de bac de français et puis on va aller chercher un panier de notes de terminale qui, bien évidemment, sont les majeures de la filière de l'étudiant. Donc on est capable de traiter tout type de bachelier, voie générale, voie scientifique, voie techno, voie pro. On a effectivement pléthore de profils, mais il n'y a pas de censure. Tous les profils, bien évidemment, sont ouverts et peuvent présenter le concours. Et ce qui va nous permettre d'aboutir à une première note, une première moyenne. Et on va obligatoirement passer un oral d'anglais et autant d'entretien que d'école présentée. Il n'y a pas de mécanique admissibilité-admission. Généralement, on fera des écrits, on est admissible, on passe des oraux et ensuite, effectivement, on est admis. Là, effectivement, l'intégralité de la population des candidats va passer une épreuve d'anglais, autant d'entretien que l'école présentée, et on va aller chercher un dossier Parcoursup. Et à l'issue de tout ça, on fera une moyenne d'admission, une barre, et on déterminera qui est admis, qui n'est pas admis au moment des résultats dans Parcoursup. Est-ce qu'on doit fournir des documents supplémentaires en plus de ce qu'on fournit à Non, Parcoursup? non, non, nous allons nous nourrir effectivement de la data de Parcoursup pour pouvoir traiter l'académique et ensuite on va jauger les compétences du candidat. Donc là, possibilité bien évidemment de faire du présentiel distanciel, c'est au choix des écoles. C'est un concours qui se passe dans un temps très court, hein, puisque grosso modo ça se passe entre le 15 avril et le début mai pour tous, ou mi-mai, parce qu'on a cette obligation ensuite de préparer les résultats pour pouvoir les publier au mois de juin. Donc ça va très vite, c'est aussi conforme à la temporalité du temps disponible d'un élève de terminale qui doit se concentrer sur son baccalauréat. Et comment s'y préparer? On fait cet effort, tous les concours font cet effort de mettre à disposition non pas les réponses, mais des clés. Un concours, c'est quoi? C'est une épreuve. Et chaque épreuve a un attendu. On attend quelque chose du candidat qui soit effectivement capacité de répondre à l'esprit d'une épreuve. S'il fait déjà ce chemin-là, il a fait une partie du travail. Et après, c'est bien évidemment la compétence académique et le fait d'avoir anticipé, préparé une épreuve pour pouvoir performer. Tu parlais, Stéphane, des épreuves orales, à savoir l'entretien de motivation. Est-ce que ça se fait sur chaque campus? Est-ce que Alors c'est en ça se fait sur présentiel? chaque campus, bien évidemment, et les formats des écoles sont différents. Là aussi, c'est pas quelque chose qui se découvre la veille pour le lendemain. On fait cet effort sur nos sites de la même manière de mettre en place des capsules vidéo, des présentations par les directions académiques des écoles pour dire l'oral de 30 minutes, c'est un mini CV, c'est un jeu, voilà. Il y a des techniques, il y a des modes d'expression d'un oral qui est très différent d'une école à une autre, et il faut s'y attendre et s'y préparer, bien évidemment. Parce que dans le cadre de la terminale, on n'a pas forcément un encadrement ou un entraînement à ce type de choses. Ensuite, bien évidemment, ce qu'on attend d'un étudiant de terminale, lorsqu'il va passer cet entretien de motivation, c'est par rapport aussi à son âge et à sa capacité de réaliser l'exercice. Ce ne sont pas forcément tous de grands orateurs, et on sait qu'il y a une timidité qui est liée à l'âge qui sera prise en compte par les jurys. Très clair, merci Stéphane. Thomas, le concours Sésame, les 7 épreuves écrites. Tu veux que je les liste ou je te laisse? Je les ai en tête, moi. Mais... Tu n'as pas cité les écoles, on va les citer. Déjà, Sésame, ça va être un peu le syncrétisme des deux concours là. Déjà, imaginez que vous soyez STMG ou littéraire, sachez que le concours est également accessible et il est ouvert à tous les profils et avec un panel d'écoles aussi très large. Le concours Sésame, en termes d'épreuves, ça va être quoi? Ça va être toute une journée. Alors cette année, désolé, mais il va falloir bosser beaucoup puisque vous aurez la veille du concours accès où vous allez bien sûr vous inscrire. Il faudra passer le concours Sésame où vous serez déjà inscrit. Donc le concours Sésame sera le mercredi 8 avril toute la journée, également en distanciel, avec toute une série d'épreuves qui ne sont que des QCM. Il n'y a pas de rédactionnel, c'est que des QCM toute la journée. Vous allez commencer le matin avec des questions de compétences digitales. En gros, on est un peu sur le contenu de la certification PIX. Ensuite, vous aurez enjeux contemporains. Il s'agit de questions qui sont sur l'actualité des 10 mois qui précèdent le concours exclusivement. Ensuite, vous aurez mathématiques. Là, on est sur le tronc commun des mathématiques jusqu'à la fin de la première. Ensuite, vous aurez anglais, français et ensuite une autre langue vivante. Vous avez 10 langues au choix.
allemand, arabe, chinois, espagnol, néerlandais, portugais, russe, etc. Il y en a 10. Vous trouverez bien l'une d'elles qui vous convient. Ça n'a pas besoin d'être la langue que vous suivez au lycée et ça n'a pas besoin d'être une langue qui sera suivie ensuite en école. C'est la langue que vous choisissez pour LVB. Et enfin, analyse documentaire, là vous aurez un ensemble de documents d'une vingtaine de pages. Il faudra répondre à des questions de repérage dans le texte, d'analyse et de synthèse. Oui, on peut faire une synthèse sous forme de QCM, on vous fera des propositions d'introduction, de développement, de conclusion. À l'appui de ces 7 notes que vous allez obtenir le jour du concours en épreuve à distance sur un outil qui s'appelle TEIA, donc qui devra se passer sur une page Google Chrome exclusivement, mais vous serez accompagné là-dessus, hein, sur tout l'outillage en amont. Il y aura des concours blancs, il y aura des sessions préparatoires, etc. Vous êtes accompagné tout le long. À ces 7 notes, on va rajouter une 8e note qui va rejoindre un peu le fonctionnement d'Ecricom, qui est la note académique, qui contient donc tout ce qu'on trouve sur Parcoursup, les notes de première et terminale, les notes de bac anticipées de français. Pour ceux qui sont en première, l'année prochaine, on aura aussi les notes anticipées de mathématiques que l'on va inclure dans ce calcul et les appréciations du proviseur ou du professeur principal vous concernant qu'on retrouve sur la fiche à venir dans Parcoursup et que l'on transforme, nous, sous forme de notes et on prend également en compte le niveau de chaque lycée. Cette note n'est donc pas votre moyenne au lycée, mais une note propre à Sésame, sur laquelle chaque école de Sésame va appliquer un coefficient qui lui est propre, comme sur chacune des épreuves que vous allez passer. Ce qui fait qu'en passant une seule fois les épreuves écrites le mercredi 8 avril, vous allez pour autant vous retrouver avec une moyenne et un classement différent pour chacun des sous-vœux que vous allez effectuer du vœu Sésame. Le 23 avril, pour cette année, on va publier les résultats d'admissibilité, puisque nous avons un système admissibilité-admission. Et à l'admissibilité, on vous dira formation par formation si vous êtes invité ou non à passer des épreuves orales. Les épreuves orales, ça va être un entretien de motivation et en général un entretien de langue qui ont lieu, là, pour le coup, dans chacune des formations Sésame sur leur campus. Alors bien sûr, nous avons une plateforme pour les prises de rendez-vous, pour que vous puissiez les prendre sans vous mélanger les pinceaux sur votre agenda, parce que c'est assez court, c'est entre le 25 avril et le 18 mai que vous pouvez prendre ces entretiens. À la fin, on va reprendre l'ensemble, les notes des épreuves écrites, la note de dossier, les épreuves orales. On va appliquer les coefficients que chaque école souhaite appliquer à chacune de ces matières et nous allons faire le classement final qui sera celui que vous trouverez sur Parcoursup le 2 juin, comme tous les autres résultats d'Ecricom, d'Accès, de Sésame, des autres vœux que vous ferez peut-être sur Parcoursup, je ne sais pas moi, la fac, des prépas, qu'importe. Et le 2 juin, vous aurez tous les résultats le même jour. Et alors là, attention, quand même, et là j'attire votre attention, vous n'avez que 2 jours pour faire votre choix parmi les propositions qui vous seront faites d'admission. Parce que, bien sûr, alors là où vous n'êtes pas classé, c'est pas grave, c'est que vous ferez autre chose, quoi, c'est que cette formation n'était pas faite pour vous. Là où vous êtes en liste d'attente, l'avantage c'est que si c'est l'un de vos vœux préférés ou quoi que ce soit, vous pouvez les garder tant que la liste d'attente avance. En revanche, les multiples, parce que si vous êtes là, j'imagine que vous êtes déjà assez consciencieux, donc vous ne devez pas être si mauvais que ça. Donc il y a des chances que si vous faites, mettons, une vingtaine ou une trentaine de sous-vœux parmi tous les vœux disponibles, il y en a peut-être une bonne moitié qui vont vous demander « Ah bah tiens, super, viens chez moi ». Là, vous n'avez que 2 jours pour vous positionner. Donc renseignez-vous bien, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, et c'est très bien. Et je vous invite également à aller dans les JPO, dans les écoles, pour pouvoir préparer votre avenir, parce que vous allez passer 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une formation, et c'est bien de savoir où est-ce qu'on va aller, parce que quand on n'a que 2 jours, c'est mieux de savoir si vous préférez être à Nice ou à Lille, si vous préférez faire un track anglo ou un track franco, si vous préférez une école qui est plutôt tournée luxe ou plutôt tournée logistique, plutôt finance. Voilà, si elle a plutôt des relations avec les US ou avec la Chine. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte, et donc c'est important de s'y préparer, de se préparer ça pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Pour compléter les propos de Thomas et de Carole par rapport à la préparation des épreuves écrites, il y a les annales bien entendu et les écoles donc des différents concours mettent aussi à disposition donc des JPO ou à l'intérieur il y a des JPE. Des JPE, c'est des journées de préparation et d'entraînement. Donc, vous pouvez totalement vous rendre sur les campus, découvrir le programme où généralement les parents sont avec les responsables et les directeurs et qui leur présentent le campus, les différents programmes tout simplement proposés par l'école, pendant que les enfants et les élèves, eux, font un mini concours Sésame ou un mini concours accès, bref, durant 2, 3, 4 heures. Donc, n'hésitez pas à vous rendre
sur ces JPO, sur les différents campus, hein, que ce soit en Île-de-France et même dans toutes les autres grandes villes, parce que vous aurez des entraînements justement fournis par ces écoles en conditions réelles dans leurs amphithéâtres, donc c'est plutôt sympa à faire. Juste pour revenir sur quelques-unes des épreuves, parce que moi je les connais bien, l'épreuve mathématique, le terme peut faire un peu peur, alors qu'en fait c'est pas des pures mathématiques, c'est plus des énigmes à résoudre. On est quand même plus sur les mathématiques là, depuis quelques années et on est bien quand même sur le programme du tronc commun qui va jusqu'à la fin de la première hein, avec la réforme du bac. Et ce sont des petits exercices, effectivement. Vous avez 20 exercices à réaliser en 40 minutes. Donc voilà, ça vous fait 2 minutes par exercice. Donc il faut quand même être assez rapide. D'où l'intérêt, effectivement, enfin, comme le disaient enfin, tous, de s'entraîner le plus en amont possible en faisant régulièrement des exercices. Alors bon, sachez que là, dans ce cadre-là, nous, on met à disposition une plateforme qui s'appelle prépa-sésame.net. Je vous incite à vous y inscrire. C'est prévu dans les frais du concours, mais après, ceux qui veulent s'y inscrire déjà avant l'ouverture de Parcoursup, c'est déjà possible. Enfin, venez nous voir sur le stand, on vous expliquera tout ça. Sur lequel vous aurez donc des milliers de QCM en ligne avec les bonnes réponses expliquées, des fiches avec les attendus sur chaque épreuve. Vous serez invité à donc 2 concours blancs, un en janvier, un en février. Vous devrez tous faire la session préparatoire obligatoire en amont du concours pour s'assurer que tout le monde ait bien utilisé le bon outil en amont le 14 mars et puis le concours le 8 avril. Mais l'idée, effectivement, c'est comme le disait Arnaud, c'est plutôt la régularité. Sur les contenus en soi, on ne va pas vous demander quelque chose de plus que ce que vous préparez quelque part pour le bac. En revanche, on est sur de la méthodo et sur de la gestion de temps. La gestion de temps est extrêmement importante. Et ce qui est très important de dire, c'est qu'il n'y a aucune corrélation, pour avoir suivi un certain nombre de candidats, il n'y a aucune corrélation entre vos résultats scolaires en terminale ou en première et votre réussite à un concours. Les concours, ils remettent les compteurs à zéro. C'est des nouvelles épreuves, un nouveau format, aussi bien d'un point de vue QCM, donc format de l'épreuve, que d'un point de vue temporel avec le chronomètre. Donc vous pouvez totalement avoir 11 sur 20 de moyenne en terminale et mieux réussir qu'un de vos amis qui a 14 sur 20. C'est totalement différent. Et la moitié de la réussite à un concours, c'est la préparation, l'organisation, etc. Donc il y a beaucoup de parents et d'élèves qui me disent oui, mais l'épreuve n'est pas très intellectuelle, etc. Mais en fait, c'est beaucoup de qualités sous-jacentes qu'ils évaluent. Organisation, mémorisation, apprentissage, entraînement, rigueur, planification de votre planning de préparation les semaines ou les mois qui précèdent, respecter ne serait-ce que les dates de clôture, d'inscription des réservations aux oraux, parce que lorsque vous faites un peu le tour de France des différentes écoles, il y a un côté organisationnel quand même. Bien se connaître aussi, ses points forts, ses points faibles, dans quelle matière il faut justement pousser un peu le curseur pour gagner des points par rapport au coefficient. Donc c'est toutes ces qualités-là qui sont évaluées à travers les épreuves que sont les différents QCM proposés par le concours Accès et Sésame. Autre question aussi, parce qu'on a entendu le fait que vous proposiez soit des bachelors, donc en 3 ans, des BBA en 4 ans, des programmes grande école, donc en master en 5 ans. Et les parents, le premier réflexe, c'est de dire quel est l'intérêt de faire un bac plus 3 versus un bac plus 4, ou un bac plus 4 versus un bac plus 5, etc. etc. Stéphane, toi, à travers ton concours, tu proposes, donc les écoles de ta banque d'épreuves proposent que des bachelors dans le cadre de ce concours. Si tu devais défendre un peu le pavillon, moi je représente les bac plus 3 bachelors, quel est l'intérêt de faire un bachelor? Alors, on est sur un modèle français, LMD, donc licence, master, doctorat. Et l'intérêt de faire un bac plus 3, c'est effectivement d'articuler déjà 3 années de cycle avec une diplomation. Et on l'a dit tout à l'heure, la diplomation des grandes écoles, c'est un diplôme visé, grade de licence, qui ouvre un champ du possible derrière. Et le champ du possible, effectivement, pour les grandes écoles, c'est de s'orienter vers un master. Alors, il y a le programme grande école, en 2 ans pour le coup, puisqu'on va faire un 3+2, ou effectivement s'orienter vers des masters spécialisés. Donc, on a cette diplomation intermédiaire qui offre 2 choix finalement. Soit je vais directement dans le monde de l'entreprise, à l'instar d'un BTS, d'un BUT, mais on s'aperçoit que dans 80% des cas, il y a une poursuite d'études. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de référentiel, on tend vers un référentiel à Bac+5. Et ce diplôme vous offre l'opportunité non seulement de poursuivre l'étude, mais en plus de la croiser, au sens que le bachelor que vous aurez fait dans une école peut être prolongé par un master dans une autre école. Dans le système d'autres français, de toute façon, nos grandes écoles sont forcément accessibles par une sélection. Post-bac, une sélection en bac+2, une sélection en bac+3. Il y aura un concours, de toute manière. Quel que soit un concours commun ou une école qui regroupe en propre, il y aura un concours, il y aura une sélection. Mais le fait d'avoir un diplôme visé, déjà, vous permet d'être éligible à un certain nombre d'écoles.
C'est ça tout l'intérêt aussi et l'attention qu'on doit porter au fait d'avoir un diplôme visé. Je vous donne l'exemple, nous organisons le concours tremplin, bac+2, bac+3. Vous n'êtes pas éligible au concours si le diplôme n'est pas visé universitaire ou un bachelor visé. Pourquoi? Parce que si le bachelor n'est pas visé, c'est pas que c'est un mauvais diplôme en soi, c'est juste que je ne peux pas reconnaître la qualité académique. Donc je vais construire ce parcours d'un diplôme en sciences de management généraliste. Je vais commencer à être initié au marketing, à la finance, au l'audit. On va commencer à construire quelque chose pendant 3 années. Et ce choix va s'incarner dès la M1 dans une spécialité. Mais la force de nos écoles, c'est aussi de pouvoir changer en cours de route. On peut faire un bachelor avec une coloration particulière et puis ensuite changer d'idée au moment de la M1. Donc Stéphane, là, il vient d'introduire une notion qui est très importante, qui est la notion de stratégie que vous menez dans vos études supérieures. La moitié de votre réussite dans les études supérieures, ça va être vos notes ou votre réussite au concours. L'autre raison ou l'autre moitié de la réussite de vos études supérieures, c'est la stratégie que vous allez mener au cours des 5 années après le bac. C'est-à-dire quel est le chemin que vous allez emprunter. Et justement, il y a cette logique de monter en puissance, comme tu le dis, à savoir on fait un premier bachelor pour ensuite upgrader potentiellement dans un master ou un programme grande école d'une entre guillemets meilleure école ou une école mieux classée. Juste par rapport aux écoles qui sont au sein du concours écrit comme bachelor, il y a Kedge qui propose un bachelor. C'est pas simplement, c'est important de le dire parce qu'il y a un maillage territorial qui est assez important par rapport au bachelor, c'est pas simplement Marseille, Bordeaux et Paris. Il y a aussi d'autres campus qui Non, proposent ce bachelor. c'est beaucoup de campus, parce que le bachelor est décliné à la fois à Avignon, à Bayonne, hein, je ne vais pas faire la liste in extenso, en Corse également, à Toulon. Avignon, à Donc Bastia. voilà, on en parlait tout à l'heure, tout ce champ du possible des sous-vœux, sachant que tous les campus qui proposent le bachelor proposent le même bachelor de Kedge. Donc vous avez un choix qui peut être un choix régional, de dire bah, voilà, je veux aller dans cette région pour pouvoir faire cette poursuite d'études et ensuite pouvoir continuer ensuite. Très bien. Carole, toi tu défends le pavillon Bac+5 étant donné Bien que sûr. les 3 écoles proposent le programme grande école post-bac et on signe directement pour le Pour programme 5 grande ans. école en 5 ans. Effectivement, oui, c'est un programme grande école en 5 ans. Donc c'est vraiment la voie royale vers le master avec une spécialisation qui arrive en 4e année. Donc vous avez 3 ans pour peaufiner un peu votre réflexion. C'est vrai, quand on sort de terminale, on ne sait pas vraiment ce qu'on a envie de faire. On est encore un peu hésitant. Et c'est vrai que là, pendant 3 années, vous allez à la fois avoir des cours théoriques que vous connaissez déjà et puis des cours qui vont être plus professionnalisants avec des cours très innovants également, des projets de groupe, des business class, bien sûr des stages qui vont vous permettre vraiment de vous familiariser avec le monde de l'entreprise. Et c'est ça aussi qu'on défend au sein du PGE, c'est qu'il y a une forte proximité avec le monde du travail et une insertion professionnelle qui est très forte. Et c'est aussi ça qui fait la force du PGE, c'est qu'il est très apprécié des entreprises, que ce soit au sein de la France comme à l'international, puisque les 3 écoles ont des accréditations internationales. Ça veut dire que votre diplôme, à la fin des 5 ans, il est reconnu et très apprécié des multinationales et des entreprises à l'étranger. Au-delà du PGE, ce qu'on dit aussi, c'est que ça vous permet à la fois de travailler des compétences transverses. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire simplement que vous travaillez à la fois la théorie, mais la pratique. C'est-à-dire que vous allez être capable de vous adapter à des univers très différents. Et ça, c'est très important dans le monde du travail, parce que vous allez pouvoir vous adapter à différents secteurs. Vous vous êtes préparé au métier de demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est bien sûr de vous préparer pour ce qui se passe actuellement, mais le monde bouge très vite et les métiers de demain, ils n'existent pas encore. Et avec un PGE, vous êtes vraiment formé pour vous adapter, pour être agile. C'est pas des têtes bien pleines qu'on forme, mais c'est des têtes bien faites. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de proposer. Et un format qui reste inclusif, j'insiste vraiment là-dessus. On a à la fois tout type de profil, tout type de talent, que ce soit fille ou garçon. On n'a pas que des profils matheux. Je reviens vraiment là-dessus, c'est très important. Et surtout, ce qui permet
C'est un format all inclusive. C'est un peu ce qu'on dit, c'est un peu galvaudé, mais c'est vrai que vous avez à la fois des expériences associatives qui vont vous former très vite à prendre le leadership au sein d'un groupe, qui vont vous permettre aussi de mettre en pratique de la théorie et de découvrir peut-être parfois des choses, des matières que vous n'avez pas déjà vues au lycée, qui vont vraiment vous permettre d'éclore et de vous trouver une voie et de vous spécialiser justement en quatrième année. Oui, généralement, les premières années, quel que soit le programme que vous prenez, c'est les cours fondamentaux, c'est-à-dire vous touchez à tout, un peu de comptabilité, un peu d'analyse financière, un peu de stratégie, un peu de négociation interculturelle, un peu de marketing, un peu de finance, un peu de contrôle de gestion. Bref, on vous montre les fondamentaux afin que vous puissiez échanger plus tard, une fois diplômé, avec les responsables des différents départements. C'est ce qui fait la force de ces grandes écoles, c'est-à-dire peut-être vous allez devenir une future directrice marketing, mais lorsque la directrice financière expliquera sa stratégie, je sais pas, de développement ou de financement, vous comprendrez son raisonnement et ses problématiques parce que vous aurez suivi les cours fondamentaux de corporate finance ou de finance d'entreprise. Et ensuite, au fur et à mesure de l'avancement de vos études, quel que soit le programme que vous prenez, bachelor, BBA ou PGE, vous allez avoir des cours électifs, c'est-à-dire des modules que vous choisissez, une personnalisation du parcours que vous rajoutez aux cours fondamentaux afin de faire pencher votre évolution vers un domaine d'activité versus un autre. Et généralement en dernière ou les 2 dernières années du programme, là, vous allez choisir votre spécialité. Thomas, toi, tu proposes du BBA en 4 ans. Donc déjà, qu'est-ce qu'un BBA? Et également des programmes grande école. Exactement. Alors pour les programmes grande école, merci Carole, hein, le speech est déjà fait pour la moitié du discours, avec quand même 2 bémols. Le premier, c'est que sur les 10 programmes chez Sésame en bac+5 visée gradée, il y en a effectivement 8, ce seront des PGE, donc voilà, même discours. Et Neoma et Kedge qui offrent des programmes qui sont un peu différents. Ce ne sont pas leurs PGE, parce que leurs PGE ne passent qu'en post-prépa via notre ami ici sur son autre casquette post-prépa. Mais ils ont 2 programmes post-bac, 5 ans visés, l'un dans le domaine de l'innovation digitale et l'autre qui a un triple diplôme voilà, de Kedge Bordeaux. Donc ce sont des choses un peu différentes. Maintenant, ce qui va plus nous intéresser là tout de suite, ça va être la particularité du BBA. Donc le BBA, le Bachelor in Business Administration, on est bien sur le modèle anglo-saxon du bachelor. On est bien sur 4 ans de crédits européens d'enseignement supérieur qui seront reconnus partout dans le monde. Donc si vous faites, comme le font d'ailleurs plus de 60% des diplômés de BBA, une poursuite d'études, soit tout de suite après, soit un peu après, soit dans le même établissement, soit dans un autre, pour compléter donc un peu ce que disait tout à l'heure Stéphane, pour pouvoir compléter un peu son parcours. Ces 4 ans seront bien reconnus comme 4 ans. On a bien dit que c'était un grade de licence, mais c'est le grade universitaire. Le nombre de crédits reconnus, on est bien sur 4 ans d'études. La particularité du bachelor, c'est que, au-delà du fait qu'on est sur un modèle anglo-saxon, que tous sont proposés en anglais, parfois aussi en français, mais enfin d'abord en anglais, mais également en français pour beaucoup d'entre eux. Mais ces programmes-là sont très très tournés à l'international. On s'adresse à des gens également qui sont plutôt des jeunes qui sont agiles, qui veulent tout de suite rentrer dans le concret. Enfin toutes les matières qu'a cité Arnaud, voilà, c'est dès la première année, on va tout de suite faire un peu de marketing, on va tout de suite faire un peu de finance, on va dès la première année avoir des stages, on va dès la deuxième ou troisième année de toute façon avoir des premières mobilités internationales pour des stages obligatoires à l'international, pour des échanges universitaires, et on va ressortir systématiquement vraiment avec une touche internationale très forte sur ce type de programme. Juste pour, merci du coup Thomas. Juste pour revenir sur un point, tout à l'heure on parlait de stratégie, là vous avez une présentation des différents programmes, bachelor, BBA, PGE, donc les programmes en 5 ans. Si je peux me permettre de donner mon point de vue en tant que directeur du salon, vous êtes souvent assez obsédé par ce que vous allez devenir après le lycée. Ce qui compte là, dans le choix que vous allez faire pour les études supérieures de votre enfant, c'est pas la ligne de départ, c'est la ligne d'arrivée, au moment de s'insérer sur le marché du travail. C'est-à-dire, votre paradigme est souvent un peu biaisé par le côté, mais qu'est-ce qu'il va faire à la sortie du lycée pour les études supérieures? Il faut qu'on signe ce qu'il y a de mieux en sortie d'études. Ce qui compte, c'est quelle est la stratégie que vous allez mener pour avoir le meilleur diplôme à bac+5. Donc toute votre réflexion doit être basée là-dessus. Il y a 5 ans devant moi pour mon enfant. Quelle est la stratégie que je mène
pour avoir le meilleur diplôme in fine qui me donne les meilleures perspectives professionnelles, les meilleurs taux d'insertion professionnelle, les meilleures chances d'intégrer telle ou telle entreprise en France ou à l'international. Et ça change un peu le paradigme. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir ce qu'il y a de mieux dès le bac+1. Il faut construire vos études supérieures et donc vos choix de diplôme, vos choix de concours, vos choix d'école pour atteindre in fine le meilleur diplôme. Ce qui compte, c'est le recruteur. C'est la perception que va avoir le RH, le DRH ou la responsable RH qui va recruter le diplômé, c'est-à-dire le dernier diplôme que vous allez obtenir. Donc pensez toujours en termes de quel chemin je prends, quel parcours je construis pour arriver à bac+5 avec le meilleur diplôme et pas quel est le meilleur diplôme en sortie d'études. Ça, c'est très très important. On passe à la partie questions-réponses. Je pense qu'il y a une personne, un staffeur avec un micro qui va pouvoir tout simplement passer les micros dans les gradins. Est-ce qu'une personne a une question sur l'un des concours ou une question plus générale sur les grandes écoles, etc. On va vous amener un micro. Alors, est-ce qu'il y a un staffeur qui peut amener un micro qui est disponible pour le faire? Ou sinon, on va vous le passer. Je vous laisserai le passer. Alors, on va commencer par la question d'en haut. Ensuite, il y en a une deuxième en bas. Une troisième question, ensuite là. Et une quatrième ici. Ok, on fait 1, 2, 3, 4. Alors, dis-moi comment tu t'appelles et quelle est ta question? Alors, moi, je m'appelle Raphaël et j'avais notamment 2 questions. C'était surtout si, par exemple, on veut faire Kedge à Bordeaux, est-ce qu'on est obligé du coup de se déplacer jusqu'à Bordeaux pour faire l'entretien en présentiel? Déjà, c'est sympa, Bordeaux. C'est une très belle ville. Bonjour, Ouais, Raphaël. j'aime bien le sud. Bonjour Raphaël, je te conseille de venir à Bordeaux pour voir le campus, mais pour les épreuves orales, comme vous êtes appelé potentiellement à en passer beaucoup, et si vous êtes francilien, il faut savoir que les écoles qui ont un campus à Paris, ce qui est le cas de Kedge, vous permettent de passer les oraux sur place, sur leur campus de Paris. Mais attention, first come, first served. Lorsque nous allons publier les résultats d'admissibilité, on va ouvrir donc un calendrier partagé de tous les entretiens qui sont proposés. Alors, faut voir qu'on fait passer plus de 60 000 entretiens pendant la période, hein, donc c'est beaucoup. Et chaque école donc ouvre plusieurs centaines, voire milliers de créneaux en lien avec les jurys qu'ils doivent organiser sur l'ensemble de leur campus. Et quand vous êtes nombreux à Paris, que le campus de Paris, c'est pas le plus gros de Kedge, il y a un nombre de places ouvertes pour les oraux, mais au bout d'un moment, si tous les créneaux ont été pris, si vous n'y êtes pas pris assez tôt, il vous restera les créneaux pour passer les entretiens à Marseille ou à Bordeaux. Ça, c'est très important, hein. Dès que vous avez vos résultats d'admissibilité, vraiment dans les 24 heures, vous bouquez hôtel, billets d'avion, etc., hein, parce que dans les 24 heures, la SNCF d'ailleurs augmente un peu ses prix le jour qui suit, parce qu'il y a tout à coup 1000 parents qui se connectent et le Paris-Bordeaux, un flux de réservation assez fou. Donc n'attendez pas 4-5 jours, non, dans les 24 heures, dès que ça ouvre les créneaux pour les oraux, il faut réserver, hein. Deux choses, effectivement. Stéphane, On parce n'a pas que précisé au public qu'une école peut avoir plusieurs programmes dans des concours différents. Et là, donc, il ne faut pas s'étonner que Kedge ait un bachelor, un BBA, pardon, dans la Banque Sésame et un bachelor en 3 ans, effectivement, dans la Banque Equicom. Parfois, effectivement, ça jette un petit peu un trouble dans les esprits. Donc, ça veut dire 2 concours différents, 2 formations différentes et parfois des règles différentes. Et pour le concours Equicom Bachelor, effectivement, on a un régime présentiel et on a aussi un régime distanciel, possibilité de passer ses oraux donc par visioconférence. Mais là aussi, attention, une épreuve passée en visioconférence, ça reste une épreuve. Donc il y a des conditions de passation, on passe pas ça au café du coin, on passe pas ça entouré de sa famille, on passe ça dans des conditions spécifiques, sous peine effectivement que l'épreuve ne soit pas validée, voire qu'il y ait potentiellement une accusation de fraude. Donc là, il faut vraiment se pencher sur les conditions de passation. Je me rends sur un campus, j'ai les droits et les devoirs par rapport au concours, ou alors je passe effectivement l'épreuve à mon domicile, mais j'ai aussi des règles à respecter, impérativement. juste pour compléter, parce que tu nous as cité Bordeaux et Kedge, c'était un bon exemple. Dites-moi si je dis une bêtise, mais il y a 3 programmes proposés. Est-ce qu'il y a bien le bachelor à Bordeaux pour Kedge Et et le le BP? BP à Donc 2. Bordeaux, tout à fait. Et l'IBBA de Kedge, lui, est proposé à Paris et à Marseille. Ok, très bien. Donc 2 programmes.
Et du coup, ma deuxième question, c'était qu'est-ce qui différencie du coup vos 3 concours et par exemple, moi, j'aimerais me spécialiser dans. En fait, mon objectif, c'est de prendre un peu d'expérience et après créer mon propre truc. Et vers quel concours faudrait que je m'oriente si je veux faire ça? C'est la question que j'ai pas osé poser. C'est très bien. Ça va être compliqué parce que je pense qu'on va tous dire que c'est chez nous, hein. Enfin, en tout cas, de tout. Ça nous renvoie au chemin qu'Arnaud disait tout à l'heure, c'est quelle stratégie j'emploie Ouais. pour viser effectivement à la fois un diplôme, mais aussi un choix d'école. Parce que dans l'ADN de nos grandes écoles, effectivement, il y a des fondamentaux, il y a ce parcours associatif, il y a ces enseignements en sciences de management qui vont être distillés sur 3 ans ou 4 années. Mais effectivement, Non, mais clairement, le conseil que, puis après tu compléteras, Carole, mais juste le conseil que je vous donnais tout à l'heure, vraiment, enfin, faites-vous une petite grille très simple, là, avec juste des plus et des moins, et dans lequel vous allez mettre des critères qui vous seront propres et purement subjectifs, avec notamment l'emplacement géographique. Est-ce que vous voulez à Bordeaux? Oui, non. Déjà, première question. Éventuellement, un peu le type d'école, le type de programme, 4 ans, 5 ans, 3 ans, ce qu'ils vont y faire, quelles vont être les spécialités proposées, parce que toutes les écoles ne proposent pas à la fin la même spécialité parmi toutes celles qu'a évoqué Arnaud. Voilà, c'est toutes ces petites choses. Et puis aussi, hyper important, et là, profitez-en aujourd'hui pour rencontrer des ambassadeurs, d'autres élèves. J'insiste, essayez d'aller au JPO, enfin, essayez vraiment d'aller de ressentir l'école. Et puis après, vous voulez monter votre boîte, voyez un peu les écoles qui justement ont permis à des jeunes de fonder leur boîte, comment ça fonctionne dans chaque école, les incubateurs, enfin, plein de petites choses comme ça. Renseignez-vous, là, vous avez encore le temps, vous en avez plein là à regarder, et puis vous faites comme ça une petite grille, mais il faut vraiment faire simple, mais qui vous permettra, in fine, de vous dire, ok, effectivement, maintenant que j'ai fait le tour de tout ça, je vois que c'est ce programme-là qui me plaît bien. Donc en Oui. effet, fais ton choix en fonction de l'école et ensuite tu postuleras au concours où il y a cette école ou ces écoles qui t'intéressent. Donc ton choix, c'est pas en fonction des concours en fait. En effet, tu vas sur les différents stands, tu dis je suis un profil entrepreneur, je veux créer ma boîte, qu'est-ce que vous proposez d'un point de vue académique, l'international, infrastructure, l'incubateur, donc ça ne tarde peut-être pas encore, mais c'est des locaux qui sont mis à disposition des créateurs d'entreprises. Tu vas parler aux différents responsables et tu vas voir ceux qui ont le plus d'arguments et d'éléments en faveur justement de ton projet. Et ensuite, une fois que tu as coché ou mis une croix sur les écoles qui t'intéressent moins, ensuite tu pourras savoir dans quel concours il faut que tu candidates. Après, ce qu'il faut regarder aussi, et ce que je te conseille, c'est de voir les spécialisations des masters. C'est vrai qu'il y a des masters qui sont focus entrepreneuriat, et ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que ça va donner une excellente carte, une excellente indice pour toi, pour choisir. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Thomas, c'est que les incubateurs, et il faut aller voir dans le réseau d'alumni combien d'entre eux ont fondé leur société. Et ça, LinkedIn, c'est un formidable outil déjà pour entrer en contact avec tes futurs collègues. Et c'est vrai que c'est très important d'aller voir ce que sont devenus en fait les étudiants des écoles que tu vises. Pour savoir quelles ont été leurs destinées. Et moi, je pense que quand on vise une grande école de management, on a fondamentalement un fonds entrepreneur en soi. Et que tôt ou tard, on le sera. Alors peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, mais en tout cas, on le sera tôt ou tard. Donc, tu es bien parti, tu es en tout cas sur la bonne voie. Merci pour cette question. On passe à la question numéro 2. On vous amène le micro. Ouais. Bonjour à vous 4, merci pour vos présentations très claires et tous vos conseils. Moi, mes 3 questions pratiques. 3 questions. Très pratiques et très simples. Implique une hypothèse. Jules est reçu au concours Sésame le 2 juin à différentes écoles, mais son choix préféré se trouve sur liste d'attente. Première chose, existe-t-il un classement en direct de cette liste d'attente pour l'école ? Deuxième question. On répond à la première, après on fait la deuxième. Okay. Oui. Oui, tout à fait. Vous verrez sur Parcoursup, c'est très clairement indiqué. Ça vous indiquera où vous êtes en rang numéro tant dans la liste d'attente. Et vous verrez jour après jour avancer ou pas à la liste d'attente, parce que si personne démissionne de l'ESSEC, vous serez coincé dans votre liste d'attente, mais sinon vous la voyez avancer. Et également, Parcoursup vous indique un historique sur les 2 dernières années, savoir, voilà, l'année dernière, on est remonté jusqu'à tel rang.
Est-ce que ça veut dire est-ce que chaque jour ça remouline et on voit Chaque jour, ça le rang remouline. se réduire? S'il y a des gens qui démissionnent, effectivement, de leur. Oui, mais chaque jour, ça remouline. Vous parliez de 48 heures, ça c'est ma deuxième question, pour suite au résultat du 2 juin. C'est quelle heure exactement? C'est la même heure pour toutes les écoles ou ça change? C'est Parcoursup, c'est le système Parcoursup, ce sera pour tout le monde la même chose. Donc là, effectivement, ils ont raccourci encore les délais. Donc le 2 juin, ils vont publier les résultats. Et à minuit, 2 jours après, il Ok. faudra avoir pris votre première décision. Donc là, ça fait un effet, ça va libérer plein de places. Parce que tout le monde va justement, on va avoir plein de propositions, mais tout le monde va n'en retenir qu'une. Après, il y aura des listes d'attente qui, du coup, découleront et avanceront tous les jours au gré des démissions des uns et des autres. Mais Et- justement, ça enchaîne sur la troisième question. Prend-on le risque d'attendre de dépasser, pour le cas de Jules, avec l'hypothèse que je vous ai formulée, d'attendre de dépasser ces 48 heures pour finalement remonter et passer sur une liste d'attente? Ou Ah non, mais- il faut le faire juste avant les 48 Ah heures? non, mais alors, je vous rassure tout de suite. Enfin, si vous êtes en liste d'attente, vous pouvez garder vos listes d'attente tant que vous êtes en liste d'attente. Et ça, aussi longtemps que vous êtes en liste d'attente. Enfin, si jusqu'à début juillet, voire même, après, il y a tout un système, on ne va pas rentrer là-dedans, enfin, jusqu'à début septembre, vous pouvez rester en liste d'attente. Par contre, la décision que vous allez prendre, si vous avez fait vos 5 vœux, qu'on a dit tout à l'heure, donc il y en a un qui ne vous a pas pris, l'essai qui vous met en liste d'attente, et puis il y en a 3 qui vous disent oui. Vous préférez le vœu est sec. Super, je peux comprendre. Vous avez vos 3 vœux qui vous ont dit oui. Sur les 3 vœux qui vous ont dit oui, au bout des 48 heures, faudra, si vous intéresse toujours, hein, n'en garder qu'un seul. Donc sur les 3, vous allez en libérer 2 autres qui laisseront de la place pour d'autres gens plus bas dans le classement et qui seront contents de éventuellement avancer. Et ce sera ce vœu-là qui sera un peu un vœu, donc deuxième choix si je comprends bien, mais que vous gardez en sécurité en vous disant, voilà, si jamais il n'y a pas autre chose, j'aurai toujours ça qui est quand même très bien, qui de toute façon aboutira à un diplôme visé gradé, donc ça ira bien, et vous attendez de voir la liste d'attente. Il va se passer un jour, ça n'avance pas, 2 jours, 3 jours, peut-être 5 jours. Tant que vous êtes en liste d'attente, vous pouvez garder la liste d'attente, il n'y a pas de problème. Vous allez passer votre bac, on va arriver début juillet, et puis là, hop, c'est pas de la magie, mais enfin, les vœux auront avancé. Potentiellement, d'autres gens auront eu d'autres propositions. Ils ont été pris, je sais pas moi, à McGill, ils sont partis à l'étranger, parce que c'est souvent ça, les gens qui démissionnent de l'ESSEC, c'est parce qu'ils sont pris à l'international. Ils s'en vont, et là, ils vont faire avancer un peu la liste d'attente. Et là, potentiellement, Jules est appelé le 4 juillet. Bon, comme ça, c'est la fête américaine. Et là, on lui dit, ding, vous êtes proposé. Et là, vous vous retrouvez avec les 2 choix. Celui que vous avez déjà dit oui et celui de la liste d'attente essai qui vient de remonter. Et là, vous avez à peine 24 heures. Vous avez jusqu'au lendemain minuit pour vous positionner, pour vous dire oui, je veux aller à l'ESSEC, à Cergy, faire mon track qui m'intéresse. Mais parce que potentiellement, enfin là, on prend un cas un peu particulier, mais enfin potentiellement, ça peut être sur d'autres vœux. Si ça se trouve, pendant les 15 jours qui ont précédé, finalement, vous vous êtes complètement projeté dans l'autre formation. Parce que du coup, vous avez pris des infos dessus. C'était pour aller à l'ESS à Lyon. Et vous vous dites, ouais, ça avait l'air super. Finalement, je me suis projeté. J'ai même commencé à regarder les logements. Ça m'a l'air intéressant. Et finalement, quand vous avez la proposition qui est remontée de l'ESSEC, finalement, c'est à vous de choisir. Et là, peut-être que vous direz, non, finalement, je ne la prends pas. Je reste sur mon premier vœu. Mais de toute façon, vous aurez jusqu'au lendemain minuit pour prendre votre décision. Est-ce Voilà le est-ce fonctionnement. que la petite difficulté, c'est que le premier vœu où il a été accepté, il ne doit pas payer des acomptes déjà à l'école? Non, interdit. C'est Parcoursup, c'est interdit. Non, vous devrez payer la compte qu'à partir du moment où vous n'aurez plus de vœux en attente et que vous n'aurez qu'un oui définitif. Par contre, dès que vous avez un oui définitif, à ce moment-là, la formation reçoit votre information pour pouvoir rentrer en contact avec vous et vous dire, voilà, on a vu que vous étiez chez nous, donc maintenant, venez chez nous, payez vos acomptes et tout le reste. Troisième question. Non, c'était la troisième. Ah non, mais troisième... Ah oui. Alors, sixième Et, question de la troisième personne. On peut continuer si vous voulez. Sixième question, avec plaisir, mais sur les stands. Alors, on a 3 minutes encore. Troisième personne, alors. J'avais fait 1, 2, 3, 4. Madame, je suis désolé, mais avec grand plaisir à la sortie de l'amphi, avec grand plaisir. Bonjour, merci pour votre conférence. En fait, ma question, c'est pour Monsieur Sivelli. Les bachelors en 3 ans dans ces grandes écoles coûtent cher. Quel est le plus par rapport à une licence d'un bon niveau? Une licence économique, par exemple. Stéphane, elle est pour toi cette question, mais on aurait pu la poser à tout le monde. Oui, je l'ai posée puisque c'était le bachelor en 3 ans. Effectivement, une scolarité coûte.
mais une scolarité, c'est un investissement. Il faut le voir aussi sous les deux angles. Si on parle effectivement du côté purement financier, il faut savoir que les écoles ont mis en place des dispositifs depuis pas mal d'années qui permettent d'alléger ces coûts de scolarité. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus de profils et qu'il y ait une mixité sociale dans les grandes écoles. Nos concours, effectivement, ont des taux de boursiers très importants et on constate que ces boursiers, on les retrouve dans nos formations. C'est donc que cette barrière psychologique de dire « c'est pas pour moi » ou « je n'arriverai pas à le financer » n'existe pas. Il y a des prêts à titre gratuit, il y a des fondations, il y a des mécanismes de bourse dispensés à l'intérieur des écoles qui permettent d'alléger. Et bien évidemment, il y a la formation. Si tant est que nos politiques ne cassent pas trop le modèle dans les mois à venir, il y a cette possibilité, effectivement, dans les bachelors, dès le bachelor, de pouvoir faire de l'alternance. Donc il y a plein de choses qui sont faites pour que ce coût financier soit le plus indolore. Et si en tout cas il est financé directement par emprunt, souvent à taux zéro pour les étudiants, il faut le voir comme un investissement parce que effectivement nos écoles vous destinent à un diplôme qui vous destine à un métier et un niveau de rémunération qui normalement équilibrera l'effort financier que vous avez fait précédemment. Je me suis peut-être mal exprimé. Effectivement, il y a le coût, donc c'était dans ma question, mais quel est le plus par rapport, si on veut réintégrer un programme grandes écoles derrière, par exemple, de passer par le bachelor plutôt qu'une bonne licence et ensuite passer le concours pour rentrer? Il nous faudrait plusieurs minutes pour... On parle vraiment à l'essence même de quel est l'intérêt d'intégrer une grande école. Une grande école, c'est effectivement un corpus d'enseignement extrêmement qualitatif, avec des enseignants qui sont généralement des référents dans leur domaine. C'est un expérientiel, c'est effectivement l'introduction de l'entrepreneuriat, une expérience associative extrêmement poussée. Donc là, il faudrait quasiment faire 1 heure de conférence pour traiter de ce qu'est une grande école et pourquoi... sur un bachelor ou par un autre biais, pourquoi il y a aussi, si je peux compléter la réponse de Stéphane, il y a une question de profil. C'est-à-dire que si vous allez à l'université en licence, moi c'est ce que j'ai fait avant d'intégrer HEC. Il faut être autonome, il faut aimer le théorique, il y a un suivi qui est bien moindre, un encadrement qui est bien moindre, donc c'est pas est-ce que c'est mieux ou moins bien. C'est que si jamais vous envoyez votre enfant à la fac et qu'il s'y perd et qu'il arrête comme les 2/3 des étudiants de L1 et de L2, bon, bah ok, c'est gratuit, mais en fait, on est revenu à la case départ. Donc, la question, c'est est-ce que votre enfant, il a besoin d'encadrement ou pas? Est-ce qu'il a besoin de suivi ou pas? Est-ce qu'il aime l'international ou pas? Est-ce qu'il a envie de faire moitié théorique, moitié mise en pratique, que ce soit dans le cadre des cours avec des business cases, des ateliers, des travaux de groupe, des stages, du professionnel, etc. Donc, c'est une question de matching entre le profil de votre enfant et la formation proposée. Petite parenthèse, c'est que là, nos 3 intervenants, ils ont des stands, évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'ensemble des questions que vous avez encore en tête, vous les posez sur les stands. Stéphane est sur le stand avec toute son équipe d'Ecricom Bachelor, donc juste à l'entrée à droite. Carole, le stand Accès, c'est juste à côté de l'espace Parcoursup. Et Thomas, avec son équipe, sur Sésame, c'est juste à côté de l'accueil. Donc, n'hésitez pas, ils sont disponibles tout aujourd'hui pour répondre encore à l'ensemble de vos questions. Merci à tous. Merci. Bonne journée.